Le deuxième segment souligné, il pense à l'animal avec des canines qui dépassent de la mâchoire. Donc c'est le même texte. Donc on ne va pas redire tout ce qu'on a déjà dit pour le précédent, mais de la même manière, il faudrait rapidement caractériser le type d'écriture, de style, dire qu'on se trouve ici, et là, il faudrait être plus spécifique, on se trouve dans le troisième paragraphe qui repose sur une répétition, vous allez me dire comment ça s'appelle, parce que c'est pas à moi de tout faire, une répétition à partir de Adam Albert pense à Albert, on a il pense, ça s'appelle une anaphore, oui, tout à fait. Alors non pas dans son sens linguistique, anaphorique, cataphorique, mais dans le sens stylistique, enfin c'est le même, hein, c'est la répétition, l'anaphore, c'est la reprise de ce qui vient avant. Il pense. Et donc, après ces différents il pense, nous avons le segment souligné, il pense à l'animal avec des canines qui dépassent de la mâchoire. Si j'insiste sur le côté anaphorique, c'est pour déjà contraindre la traduction. On ne peut pas traduire ce qu'il pense de 3 manières différentes ou de 4 manières différentes. À partir du moment où on a traduit Adam Haverbeck pense à Albert, il pense à sa femme, c'est un choix contraignant, ça veut dire qu'en fait le choix on l'a fait avant même la phrase que l'on a là. Il pense à l'animal, on va reprendre bien, ce que l'on a mis avant, et qui je suppose était du bi plus ing. Je suppose que ça a été traduit par bi plus ing ou elle avait accepté les deux, ma collègue. Ah, vous avez traduit ça au passé? Mais de toute façon, c'était une fois ou was thinking? Eh bien oui, parce que si on utilise le prétérit, on est obligé du coup d'avoir le prétérit simple, parce que was thinking. À chaque fois, on dirait dans le prétérit simple. ouais. À chaque fois, Elle évite beaucoup le bipulsing dans le prétérit. Oui, mais elle a raison, dans le prétérit. Moi, le problème, c'est que là, j'étais parti du principe qui, moi, me paraît quand même soutenable, franchement, même en bon cours, quand même, c'est pas comme si on nous demandait de ne pas écrire anglais, quand même, enfin, ça va pas jusque-là. Je pense très sincèrement que, voilà, moi j'étais parti dans la justification du présent, donc moi je resterai sur cette justification-là, et là je ne retenais pas is thinking about. Et donc moi j'étais parti sur le bi plus ing au présent, qui de fait ici a une valeur qui ne peut pas être conservée au passé, parce que si on traduit effectivement au passé, was thinking about, il y a beaucoup plus d'un élément suggéré de renonciation, de quelque chose d'encore plus révolu, alors qu'évidemment avec le présent, on n'est pas du tout dans cette valeur-là. Donc moi je maintiendrai le bi plus ing, mais au présent effectivement. Donc si on a traduit, je ne vais pas revenir dessus, même on n'en parle pas, sauf si vraiment vous avez des questions existentielles à ce sujet, si ça a été traduit par he thought about, à ce moment-là vous avez une chose à expliquer, mais beaucoup il faut vraiment le faire, c'est pourquoi vous traduisez un présent de l'indicatif par un prétérit. Enfin, voilà. Elle vous a donné visiblement les armes pour vous défendre, mais faites-le. Bon. J'ai conscience de ne pas vous aider en enfonçant un coin de doute dans ces certitudes-là, mais très honnêtement, Le jour J, on fera ce qu'on pourra. très honnêtement, sur un texte comme celui-là, mais sur un texte comme celui-là, je ne vois pas comment, vraiment, si tel est le cas, vraiment, c'est moi qui perdrais plein de points aussi si je repassais le concours, je ne vois pas comment sur un texte comme ça, il serait en mesure de refuser le choix du maintien des temps. Parce que c'est juste tout le pacte stylistique du texte qui s'effondre en modifiant le choix des temps. Alors, c'est comme si soudainement on traduisait Henry James en traduisant chaque phrase par 3 phrases différentes. C'est quand même. Alors en ce moment-là, on ne met pas ce texte-là et on ne met pas du James. On met que des articles du New York Times et puis on s'articule. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je sais pas. Je suis quand même partagé par rapport à ça. Donc, peu importe. Donc anaphore, ce qui est sûr, c'est qu'on va traduire ce qu'il pense comme tous les autres il pense. Si c'était he thought 4 fois. Et si c'est is thinking 4 fois. Quelles autres difficultés ou quels problèmes se posent éventuellement ici? Le lexique, quand même un petit peu. Alors, effectivement, des questions lexiques, d'autant qu'on ne sait pas de quel animal il s'agit. Quand même, soit vous avez mieux compris le texte que moi, ce qui est possible, parce que vous y avez passé plus de temps que moi à le préparer, à le travailler en cours, mais on ne sait pas de quel animal il s'agit. Hein. Dans un endroit du jardin,
habitant des forêts montagneuses d'Asie, enfin, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, du coup, effectivement, canine et mâchoire peuvent être des termes qui existent. Même animal. Hein? Et voire même animal. Et voire même animal lui-même. Là, c'est pas un problème de lexique technique, c'est plutôt quel choix de lexique on fait, étant donné le contexte, qui est un contexte menaçant. Puis le fléchage, là, on pense à l'animal comme si c'était très défini. Ouais, bah, cela dit, ouais, mais le fléchage il est bizarre en français aussi. Donc, je crois que il y a un fléchage qui en fait ne correspond pas à quelque chose de prédéterminé, ou alors qui est prédéterminé dans un extrait antérieur du roman, que l'on n'a pas ici. Ça, on peut le dire aussi. Donc là, en l'occurrence, dans la mesure où c'est curieux en français, je pense qu'il faut le garder en anglais. On peut l'expliquer, on doit l'expliquer, mais on ne va pas traduire l'animal par autre chose que the plus non. Et ça a été traduit par the beast, je suppose. Non? The animal? Bon, the animal. Moi, je savais juste traduire the beast, mais bon. Enfin, the animal est acceptable aussi. Hein, en fait, bon, c'est quand même un animal qui est menaçant. Enfin, il me semble que, cela dit, c'est intéressant parce que si vous traduisez par the animal, vous n'avez rien à justifier. Si vous traduisez par the beast, il faut justifier. Et c'est bien parce que quand même, il est présenté comme carnivore, je pense, quand même, enfin, vu la taille des dents, carnivore, féroce, etc., qu'on peut avoir beast. Si c'était un papillon, on ne pourrait pas traduire par beast. Ou si c'était, je ne sais pas, si c'était un chat édenté ou une taupe, là on voit difficilement. Encore qu'il y a des taupophobes, je ne sais pas comment ça se dit, il y a des gens qui ont la phobie des taupes, je pense the beast. Bon, il y a des contextes dans lesquels the mole, she found a mole in the kitchen, she cried and she shouted in fright, the beast, avec peut-être un peu d'ironie vis-à-vis du personnage, mais en fait c'est pas impossible. Oui, là on est en train de traduire un extrait du guide intergalactique. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. De Dune. Oui, c'est ça, oui. On est dans la science-fiction. Bon, en tout cas, ici, si vous traduisez par beast, ce qui est ce que moi j'aurais fait, il faut le justifier. Parce que c'est pas. Voilà. Si vous traduisez par animal, vous n'avez rien à justifier du tout. Donc, problème par rapport à canine et mâchoire en fonction du contexte. Donc, je pense que si on se met d'accord sur le fait que c'est un animal carnivore, probablement un mammifère, et probablement sauvage, solitaire, en tremblant, enfin il regarde en tremblant, du coup je pense qu'on peut quand même se mettre d'accord sur le fait que canine et mâchoire peuvent être traduits par fangs et jaws, je suppose, ou par canine teeth, je sais pas, c'est la canine, c'est l'adjectif, c'est ça. J'ai tout un mal fou avec ça, c'est pas grave. Mais on avait discuté au moment de la correction, parce qu'on disait que les crocs, ça existe en français. Et lui, là, il a choisi canine, ce qui est quand même pas très. On s'attendrait plutôt à ce qu'il mette croc. C'est vrai, oui, c'est vrai. De toute façon. Fangs, ce serait une surtraduction. C'est vrai. Donc, non, mais c'est certain, je pense qu'il vaut mieux garder fangs. Sauf que, comme sûrement beaucoup connaissaient fangs et pas canines. Oui. Alors, il y a autre chose qui est qu'effectivement, alors là, si vous traduisez, alors ça c'est très important parce que si, ça c'est une vraie situation de concours, vous traduisez par fangs parce que vous ne savez pas que canines, moi je n'ai pas risqué canines, c'est de la même manière, voilà. Donc je dis non, mais welcome to the club, ça n'empêche pas d'avoir une bonne note et de réussir, mais ce qui est important, c'est d'expliquer pourquoi. Il nous semble que Fangs, nous sommes tout à fait conscients, et je suis conscient, que Fangs correspond plutôt à croc et qu'il s'agit d'une surtraduction de canine, mais n'étant pas certain de l'existence du substantif canines, que nous ne connaissons que comme adjectif, nous avons préféré utiliser un terme qui existe, dont nous étions sûrs qu'il existait. Et bien entendu, si c'est ça la raison, le commentaire de traduction, c'est pas de l'enfumage. Si à un moment donné, on a fait un choix par défaut, il faut le dire. Et c'est juste ce qu'on vous apprend à faire. On dit toujours de plutôt mettre un mot légèrement faux, mais vous êtes sûr, que de risquer un truc. Moi, je passe mon temps à répéter ça aux étudiants de licence. Vous ne commencez pas à dire premier. Vous ne sais pas, encore qu'un peu de choses, ça ne quand même pas trop dur normalement à inventer, mais enfin encore, on est surpris. Mais voilà, on met quelque chose qui existe. Vous ne savez pas traduire nef, vous mettez banane, c'est bien. Non mais on est d'accord, c'est pas du tout le même fruit. Mais il vaut mieux mettre ça que mettre une nef rose, qui juste n'existe pas et qui sera un barbarisme. Et donc, les nefs se disent même. Donc si vous avez à traduire maker ou nef à l'agrégation interne ou à l'agrégation externe, je veux mon pourcentage. Bien.
traduisez par thanks, il faut juste... En fait, si on traduit par... Non, mais si vous avez une question, on est suffisamment un petit comité pour pouvoir discuter. Hein. Je pense que c'était bon. Oui. Donc si on traduit, la seule chose que je voulais dire, c'est effectivement, c'est celui qui traduit, le candidat qui traduit par beast ou par thanks, qui doit se justifier. Celui qui traduit animal avec canines et qui est sûr que canines existe, il n'a pas à se justifier. Il n'a à se justifier de rien, bien sûr. Quelles autres difficultés? Est-ce qu'il y a des difficultés syntaxiques éventuellement? Je ne sais pas si c'est lexical ou syntaxique, mais le verbe, il pose aussi... Alors c'est plutôt lexical. Si c'est vraiment quel verbe choisir pour dépasser, parce qu'il y a toute une... il y a un certain nombre de choix de traduction de dépasser qui ne fonctionne pas ici, bien entendu, parce que c'est dépasser au sens sortir d'eux. Hein. Donc ça c'est un choix lexical. Bon, je pense qu'on peut quand même aussi dire qu'avec des canines qui dépassent de la mâchoire, le calque, s'il est possible, le quasi-calque, le calque de la structure with, canines, that, blabla, selon le verbe qu'on met, from its jaw, from the... J'arrive pas à le faire, le calque parfait. Le quasi-calque, from its jaw, est peut-être pas idéal quand même. Alors on va peut-être réfléchir entre une traduction possible, plus calquée, mais un peu maladroite, with, canines, that, etc. Et puis des solutions qui quand même introduisent des opérations, comme la recatégorisation peut-être de la relative en ing, ou alors soit ça, soit carrément la recatégorisation de tout le syntagme prépositionnel avec une proposition relative, qui est ce que moi j'avais fait. Je ne sais pas si ça fait partie des solutions acceptées par ma collègue, mais whose, canines, jutting out, we're jutting out from. Et dans ce cas-là, c'est une recatégorisation aussi de toutes. Ben, c'est tout le syntagme, parce que si on regarde, avec des canines qui dépassent de la mâchoire, ça c'est le syntagme prépositionnel. Il ne faut pas oublier que, c'est vrai qu'on pense toujours que le syntagme prépositionnel, c'est souvent une structure courte, là où les relatifs, où les propositions subordonnées sont souvent des structures longues, mais là en l'occurrence, la relative, elle fait partie du syntagme prépositionnel. Et si vous décidez de choisir avec, c'est ce que j'avais fait avec les canines, avec des canines par whose canines, à ce moment-là, ben, c'est une recatégorisation de tout le syntagme prépositionnel en subordonnée relative, ce qui vous évite d'avoir à expliquer ce que vous faites de la relative qui est à l'intérieur. Ben, vous avez déjà recatégorisé le syntagme prépositionnel en relative. Il faut savoir la relative qui est à l'intérieur du SP en français, elle passe à l'as. On ne dira pas comme ça, bien sûr, mais elle devient inutile, bien sûr, on ne peut pas la conserver telle qu'elle. Donc voilà, on avait quand même, je pense, sur la structure syntaxique même, trois choix. Le quasi-calque, et je redis bien quasi-calque, pourquoi? Parce que je l'ai laissé échapper, mais le des canines et la mâchoire, on n'a pas nécessairement gardé la même détermination, et notamment pour la mâchoire, je ne refais pas tout le film, on l'a fait assez amplement pour la traduction du Chevillard, hein, le fait d'avoir un renvoi ici, ce qui s'appellera un renvoi à la personne, sinon tout est ça curieux pour l'animal sauvage, un renvoi au sujet, par l'utilisation du déterminant possessif, it's Joe. Donc soit un quasi-calque avec cette simple modification, with canines that jut out from it's Joe. Et pour l'instant, je traduis par jut out, que je pense que je n'aurais pas gardé finalement. J'ai pensé à ça, puis finalement, c'est pas forcément très con. Mais c'est pour qu'on puisse penser la structure. Donc soit ça, soit de se dire que quand même ce quasi-calque est correct, mais qu'il est probablement plus lourd en anglais que ne l'est la structure équivalente en français, et donc soit recatégoriser le that jut out, la relative, en participial, jutting out from, with canines, with participial. Oui, partie présente, oui, with canines jutting out. With canines jutting out from its jaw. Soit carrément, ce que je disais tout à l'heure, catégorisation de tout le SP en relative. Donc si vous voulez, à un moment donné, c'est ce que vous pouvez faire aussi, c'est-à-dire que vous pouvez dire j'ai eu trois choix, et les trois sont possibles, les trois sont corrects en anglaise, soit j'ai choisi le plus calqué parce que j'ai pas voulu prendre de risque, soit j'ai préféré jutting out parce que c'est quand même, ça donne une phrase qui est plus fluide, qui est quand même moins lourde. Voilà, vous pouvez faire ces choix-là.
et plutôt que recatégorisation de la relative, réduction de la relative. Réduction de la relative, pour jutting out. Ouais, réduction de la relative, ça peut être considéré comme une relative, jutting out. Yeah. J'ai toujours du mal avec ça, je dois avouer. Je sais que c'est effectivement des parties présentes utilisées comme relatives. C'est ça s'appelle des relatives réduites. Donc, on pourrait dire recatégorisation locale. Oui, c'est une recatégorisation locale à ce moment-là. Je pense, enfin je sais pas, sauf si vraiment je suis très à la ramasse en linguistique, ce qui est entièrement impossible. Je pense que si vraiment vous parlez d'une recatégorisation de la relative en subordonné participial ou du verbe conjugué en participe présent, honnêtement, moi j'ai pas l'impression qu'il écrit de lèse-majesté à le présenter comme ça. Donc, mais enfin sur la diversité, donc il faudra que je vérifie ça parce que je ne suis pas très familier du concept. Ok, donc réduction de la relative. Parmi les autres remarques que l'on pouvait faire, je ne sais pas si tout le monde, alors quelle que soit la traduction de pense et le choix du temps, tout avait été traduit par about, je suppose. Thinking about. Oui. Donc là aussi, vous avez une recatégorisation locale, qui est, là encore, je me place dans la perspective, je vous le rappelle, quand même à l'agrégation interne, au moins en théorie, on est censé à la fois, on est censé évaluer en quoi bien votre ancienneté dans le métier vous a apporté des galons et en quoi vous êtes en mesure aussi de prétendre au concours de niveau supérieur par votre excellence pédagogique et donc votre capacité à expliquer de manière rigoureuse et grammaticale à un élève qui vous dit I am thinking at my mother, pourquoi on dit pas ça en anglais et pourquoi effectivement il y a une préposition qui est à, qui existe, qui a une préposition équivalente en anglais à at, mais qu'avec pensée, on utilise une autre préposition. Donc il ne faut pas réexpliquer tout. Mais en revanche, signaler que vous avez bien vu la recatégorisation locale, ça veut dire que même quelque chose qui est de l'ordre de l'automatisme, c'est bien normal pour nous tous. Néanmoins, quand vous vous penchez sur votre traduction, vous dites, ah bah oui, là c'est un automatisme, mais ça n'est pas un calque. Think about, et on a tous, on a tous, à un moment donné, fait des erreurs de préposition en anglais. Quand on était apprenant, oui, quand on était apprenant, oui, voilà, c'est ça, oui. Sur l'apprentissage. Oui, over, to be over and about, etc. Il y a forcément un moment donné, même en l'occurrence, je pense qu'on oublie juste de mettre des prépositions. Les petits anglophones que je connais en situation d'apprentissage, ils utilisent beaucoup de structures transitives. Mais il faut voir que la langue anglaise n'est pas très simple dans l'utilisation de prépositions. Il y a même des adultes qui se mélangent avec les pinceaux, notamment sur la réduplication de prépositions comme particules et comme prépositions. Ça c'est le cas, out of, des choses comme ça. Bien, donc ici, recatégorisation locale. Il n'y a pas à y consacrer plus d'une ligne, d'une phrase, mais il faudrait le dire quand même. Nous en venons du coup finalement à se dépasser, on n'en a pas encore parlé. Moi j'ai proposé jutting out qui aurait été une possibilité. La chose qui me gêne un petit peu, c'est que jut out est plutôt utilisé quand même pour des descriptions d'objets immobiles, des descriptions d'objets, des descriptions d'inanimés, on va dire, ce que les grammairiens anglais appellent, ce qui est bien commode des non-persons, et que là quand même on a un animal, et donc je ne suis pas sûr que ce jutting out, si c'est une sculpture, oui, c'est une sculpture d'animal, avec un animal, je ne sais pas, tu le vois comment, parce que j'ai fait 2-3 recherches, et j'ai pas réussi à trouver suffisamment d'exemples convaincants pour me convaincre que jutting out from, je sais pas. Enfin, en tout cas, en contexte sans dictionnaire, sans ordinateur, etc., j'aurais pas pris de risque, quoi. Je me serais dit, jut out from, je sais pas. Sticking out, mais ça n'est pas. Elle a pas accepté. Ah, mais sticking out, c'est quand on l'a mal replacé, normalement, je crois. C'est si le dentiste et qu'il a mal replacé ses canines, sticking, oh you got your canine sticking out of your jaw. C'est vrai que j'aurais pas. En fait d'ailleurs, je dois dire stick out m'a même pas traversé l'esprit, à tort peut-être, ça aurait dû au moins me traverser l'esprit, ne serait-ce que pour l'écarter ensuite, mais j'y ai pas pensé, non? T'avais traduit par sticking out toi? Non, je n'ai pas traduit celui-là. Protruding from. Ouais, qui est très descriptif quand même. Ça veut rien dire très descriptif. Qui est très littéraire en fait. Je pense que protruding from its mouth. Les canines qui dépassent de la mâchoire, c'est quand même un niveau de langue courant. C'est pas un registre littéraire, c'est ce qu'on pourrait dire. Il avait les canines qui dépassaient de la mâchoire. Quoi. Enfin, il y avait. Showing.
showing outside à ce moment-là, showing outside it's jaw, showing outside it's nerve, je sais pas trop. Moi j'étais parti sur that can be seen. That can be seen outside. Moi j'avais modulé, alors là c'est une modulation qui vient dans tous les sens. Puisque si on traduit, donc finalement à force de se poser des questions sur protruding, trop littéraire, qui n'avait pas traversé l'esprit, sticking out from, qui ne correspond pas au même sens, jutting out from, dont je ne suis pas certain qu'il convienne avec un sujet animé, et bien on finit par effectivement éviter le problème, et moi j'ai mis that can be seen, parce que j'ai tout traduit au présent, that can be seen outside its jaw, et du coup, eh bien, effectivement j'utilise une forme passive, modulation bien sûr, d'un verbe actif dépassé, traduit par un verbe de tournure passive, be seen. Et du coup, en fait, ce sur quoi quand même, je veux vraiment insister par rapport à ça, c'est que cette modulation, en fait, est plutôt un étoffement, puisque le fait de voir les canines qui dépassent n'est pas explicite. Dépassé, il est en fait traduit par outside. Je m'en suis même pas rendu compte en le faisant, c'est toujours le problème. On traduit, on réussit toujours à traduire. Après, c'est se dire ce qu'on a fait, mais c'est pas toujours évident. Et je pense, très honnêtement, quand on traduit be seen outside, can be seen outside now, que le dépassé, le sens réel du verbe dépasser, la fonction verbale, on a besoin d'un verbe et il y a le verbe à l'actif. Bon, je l'ai traduit par un verbe au passif, ça c'est la modulation. Mais le sens de dépasser, il est traduit en fait par la préposition outside. Donc on a une recatégorisation, et avec cette recatégorisation, on a autre chose aussi qui est. Mais du coup, c'est vrai que si on traduit dépasser par jut out from ou stick out from, c'est beaucoup plus simple. On a beaucoup de choses à dire. Mais c'est modulation. C'est une recatégorisation. Parce que le verbe est traduit. Il y a la modulation actif-passif, et en même temps, il y a une recatégorisation. Il me semble que le sémantisme de dépasser, il est traduit, en fait, il est porté dans le texte que je propose par la préposition outside, et donc recatégorisation. Lexical. Oui, lexical, oui. Enfin, de toute façon, recatégorisation, oui, c'est lexical. Mais recatégorisation du verbe, du sens du verbe. Donc c'est en fait, ça veut dire que je dissocie la fonction du verbe, on a besoin d'un verbe pour que la phrase tienne debout, que ici la subordonnée tienne debout. Et je distingue donc, je dissocie la fonction du sémantisme. Et le sémantisme du verbe, il est porté en fait par outside. Et j'hésite à ajouter the last pro, qui est encore autre chose du coup, si on fait ça. Mais comme quoi on ne va pas le traduire par la calme ici, outside, c'est trop compliqué à expliquer. Plutôt qu'étoffement, ce serait presque une dilution alors. Parce que non, parce que le si il n'est pas présent. Le fait de voir l'animal qui est dans l'animal, alors c'est assez facile à démontrer, l'animal avec les canines qui dépassent la mâchoire, ce qui est implicite, c'est que quand on est dans le monologue intérieur du personnage, le personnage se rappelle ce qu'il a vu. Mais c'est implicite. J'ai vu les mâchoires, j'ai vu les mâchoires qui dépassaient les canines. Non, ça, c'est là on est dans le texte égoïste. J'ai vu les. C'est ça, oui. J'ai vu les. Bon. Mais c'est implicite. Alors quand on est dans le cadre ici, eh bien on explicite le fait que ça dépend d'une vision, et on explicite la personne qui a vu. Là, c'est effectivement he thinks about that can be seen, that he has seen. En fait, ce passif, il évite évidemment d'expliciter trop l'agent, mais l'agent est évident quand même. Donc c'est quand même un étoffement à cause de ça. Quand je dis que outside, préposition, porte en fait le sens du verbe, ça veut dire aussi quand on est dépassé de la mâchoire, et quand on dit outside, du fait qu'on a ce recours à un passif, cette explicitation de la personne qui voit, du coup, on a aussi une autre modulation qui est que le point de vue d'Adam Aberbeil, il est plus présent dans ce be seen outside que dans le dépassé. Les canines dépassent de la mâchoire, d'un certain point de vue, j'allais dire, c'est un point de vue neutre, c'est le point de vue du chien, enfin, de l'animal. Alors quand on dit that can be seen outside its jaw, c'est vu par quelqu'un qui est extérieur. Alors que quand on dit l'animal avec les canines qui dépassent de la mâchoire, ça pourrait. Si c'était la bête qui parlait, elle dirait pareil. J'ai un truc qui dépasse de la bouche.
on n'est pas obligé de se voir de l'extérieur pour le. Attendez, j'ai un truc. Ma langue dépasse de la bouche. Voilà, tiens. Voilà, pour le film. Ma langue dépasse de la bouche. Je ne suis pas obligé de me voir. Donc quand on dit be seen outside, on a aussi ce changement de point de vue qui va avec l'utilisation du passif, avec l'étoffement du verbe aussi, qui est que finalement l'animal est plus vu de l'extérieur que dans la phrase de départ. Donc pour toutes ces raisons-là, déjà c'était très compliqué à expliquer, il y a plusieurs procédés de traduction. Bon, pour toutes ces raisons-là, on peut justement du coup se dire, oh là là là, je préfère traduire, mais ça peut faire partie des raisons aussi, hein. Je préfère traduire ce verbe autrement. Et du coup, alors bon, on était sur jutting out, sticking out, protruding, et peut-être trop littéraire, mais tellement confortable, puisque finalement, il n'y a rien à dire, hein, déplacer, protruding, c'est pareil, hein, voilà. Il y a éventuellement un changement au niveau de l'ordre, il faudrait le dire quand même. Il faudrait quand même le dire, mais expliquer pourquoi. Aucun des autres choix, jut out from, stick out from, ça en était satisfaisant du point de vue du sens. Nous avons donc traduit par protrude, qui est d'un niveau de langue plus soutenu. Il faut quand même le dire, parce que, bon, voilà, se montrer qu'on s'en est aperçu, qu'on n'emploie pas protrude comme ça dans une conversation avec des potes, quoi. Non mais c'est vrai, non mais c'est important aussi de le montrer. Alors encore, vous avez du métier, vous êtes des languistes confirmés, donc vous devez quand même savoir quand vous changez le niveau de langue du texte. Mais si vous le faites, c'est parce que vous n'avez pas le choix. C'est quoi qu'on a mis? Parce que Oui, c'est possible que je lis à moi, c'est les autres. And which was stooping? Ah non, ça c'est la fin. With canines which protruded from its jaw. Oui, c'est ça. Which protruded from its jaw. Et donc évidemment, je ne reviens pas dessus, je l'ai dit tout à l'heure rapidement, la recatégorisation en possessif, qui est, je crois, enfin très honnêtement, c'était la seule, la recatégorisation locale de A en about et celle de la mâchoire en X étaient les deux opérations obligatoires. Toutes les autres sont optionnelles. Si on les fait, eh bien, il faut expliquer pourquoi. Bon, vous savez, moi j'étais parti dans l'idée de vraiment traduire, de faire la recatégorisation du SP en relatif whose means can be seen outside studio. Mais bon, c'est peut-être un peu trop loin du texte quand même, je sais pas. Mais là encore, hein, je me place dans une situation de candidat, si je fais ça, peut-être que je perds des points parce que je me suis éloigné du texte, donc moi j'explique ce que j'ai fait. Donc j'essaie d'avoir, et j'ai envie de dire, même plus on a perdu de points de traduction, plus on a envie d'en marquer un maximum dans le commentaire de traduction, par exemple, phénomène de compensation. Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Pas vraiment. T'as regardé dans le coca? Hein? Chatting, t'as regardé dans le coca, Corpus of Contemporary American English? Non, j'ai pas regardé, non. J'ai pas regardé. Pas de questions, donc on va faire une pause maintenant.